Je ne rêve pas de renouveler mon argenterie. Je ne rêve pas d'avoir une voiture avec des intérieurs cuir. Il y a un connard une fois qui m'a dit « Ouais, avant de te connaître et de travailler avec toi, j'avais un cabriolet intérieur cuir. » C'est une des raisons pour laquelle je l'ai viré. J'ai rien à faire avec un connard qui a un cabriolet intérieur cuir. Moi j'ai une Lada Niva, elle a 12 ans. Voilà. Et je ne veux pas en changer parce que le reste, déjà avoir une voiture, pour moi c'est déjà de la merde. Voilà, je roule à moto depuis toujours. Parce que déjà une voiture c'est déjà un truc, c'est les embouteillages. Faire 3 fois le tour du quartier pour trouver une place pour se garer. Je pense que si les hommes sont des sous-hommes aujourd'hui, c'est parce qu'ils acceptent le salariat et les embouteillages. Moi, j'ai jamais accepté le salariat, ni les embouteillages. Et c'est pour ça que je suis un être humain, encore. On a été émasculé par la violence et la structure du système. Et c'est pour ça qu'il y a peu de gens qui peuvent me comprendre, mais que ceux qui me comprennent très bien, c'est les mecs de banlieue, etc. Parce que malgré tous leurs défauts, c'est encore des hommes. Ce vers quoi on va aujourd'hui, qui n'est pas du complot, parce que il y a 10 ans c'était du complot, aujourd'hui c'est annoncé par les maîtres du monde eux-mêmes, qui s'appelle le projet de gouvernement mondial, porté par le nouvel ordre mondial, rallié par tout le monde. À la fin, la banque possède tout. Cette logique privée du prêt non remboursable contre garantie hypothécaire pour la PME est exactement à une échelle supérieure la stratégie et la logique de la banque pour prendre possession entièrement de la richesse des États à travers la captation du travail des travailleurs productifs et en créant leur misère. Et ça, c'est l'analyse que je fais globalement, ce qui correspond exactement à la critique qu'on pouvait faire du servage par les féodaux, comment dirais-je, au Moyen-Âge, hein, privilège de droit divin, qui fait que des pauvres travaillent la terre et que les autres bouffent pour chasser et les mépriser et les regarder crever de faim. C'est exactement ce qui est en train de s'accomplir en ce moment. C'est admis par de plus en plus de gens, notamment Chouard, comment il s'appelle, je crois que c'est Étienne Chouard, qui vient de la gauche et de l'économie, qui l'a découvert récemment naïvement et qui est exactement sur ma position, que j'ai rencontré d'ailleurs, et qui m'a dit non seulement « Alain, tu as entièrement raison », mais il allait plus loin que moi, il m'a dit « Et derrière, c'est Rothschild ». Il a osé aller jusque-là. Et c'est vrai, derrière, c'est Rothschild. Quand on regarde les citations de Rockefeller, de Disraeli déjà à l'époque, ou des grands capitalistes comme Ford, ils disent tous en gros que si le peuple comprenait comment marche la monnaie et comment marche le système bancaire, il y aurait en gros une révolution demain matin. Alors aujourd'hui, on parle de déclin de la maçonnerie traditionnelle Troisième République, c'est-à-dire Grand Orient, Grande Loge de France, Grande Loge nationale de France, parce que c'est des maçonneries mondialistes qui sont en train de prendre le dessus, et qui sont effectivement ces maçonneries mondialistes, moi j'appelle maçonnerie au sens large, c'est-à-dire des groupes qui se réunissent en douce, à côté des instances officielles. Et c'est le groupe de Bilderberg, la trilatérale, le CFR, etc. On sait très bien qu'il y a une mascarade en France qui est le rituel du Conseil des ministres, et que tout se décide ailleurs, dans les loges, mais aussi au G20, au G8, aux réunions du groupe de Bilderberg, et que ça c'est secret, les journalistes n'y ont pas accès, c'est hautement sécurisé. Alors ça peut aller beaucoup plus loin d'ailleurs quand on parle après du Bohemians Club, des Skulls and Bones, etc. Comme ils ont découvert le dîner du siècle récemment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont découvert le dîner du siècle. Mélenchon dit d'ailleurs qu'il ne savait pas ce que c'était au début, puis après il est obligé de dire qu'il savait ce que c'était, puisque Martine Aubry en fait partie, et que quand on est 2 fois sénateur socialiste, professionnel de la politique et membre du Parti socialiste pendant 30 ans, on sait ce que c'est que le dîner du siècle, sinon c'est qu'on ment aux journalistes. Et en fait, ces jeunes qui sont allés pique-niquer devant le dîner du siècle, qui est un petit Bilderberg français, et bien très vite, qu'est-ce qu'ils ont vu? Des forces de police se déployer totalement illégalement et les arrêter, y compris dans le métro, dès le métro, en leur mettant les menottes. Ce qui est exactement comme la réunion du Bilderberg est sécurisée par la police, et au point de frapper même des représentants légitimes du peuple, parce que je crois que récemment ils ont frappé un député qui voulait essayer de voir ce qui s'y passait. C'est que là on voit que les appareils d'État sont entièrement soumis à ces puissances privées au-dessus des États, puisqu'ils arrivent à mobiliser les forces de police des nations, etc., pour servir des choses qui sont non seulement totalement privées, mais une mise à disposition des forces de police totalement illégale. Exactement comme empêcher les gens d'aller devant l'Automobile Club de France pour se poser les questions de savoir qui va au dîner du siècle mensuel, faire intervenir les forces de police pour ça, c'est totalement illégal. Mais on voit bien donc que la démocratie est une démocratie tant qu'on ne la questionne pas et qu'on ne lui demande pas de se comporter comme une démocratie. Dès lors qu'on la secoue dans ses contradictions, elle se comporte comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une dictature, mais une dictature de forme plus subtile que les dictatures dont on nous rebat les oreilles. Le système capitaliste mondialisé, qui est d'ailleurs entièrement bancaire et financier, produit de l'appauvrissement systématiquement, on le voit en Grèce, on le voit partout, et de l'appauvrissement spirituel, c'est-à-dire de l'abêtissement, notamment par la pornographie, la soumission au jeu, le ici et maintenant, le spontanéisme, l'émotionnel, la féminisation, l'apologie de tout ce qui est, comment dirais-je, dysfonctionnalité sexuelle, l'anti-hétérosexualité, etc. C'est même plus la non-persécution des minorités, etc. Oui. C'est l'apologie de toutes les minorités déviantes et dysfonctionnelles, tu vois. Je vois la même chose, moi qui suis instructeur de boxe,
la discipline avant et le sérieux qu'il y avait dans les entraînements de sport il y a 20 ans, et aujourd'hui le bordel généralisé, la baisse d'autorité, la baisse de sérieux, même parfois la baisse de capacité de souffrance, qui doit être d'ailleurs compensée maintenant par le dopage et tout ça, hein, et la cocaïne, etc., qui d'ailleurs explique la baisse vertigineuse de la performance des cyclistes français, par exemple, qui avant étaient issus de la petite paysannerie française, qui était d'un courage physique incroyable, qui était le même courage qui fait que les mecs ont tenu 4 ans dans les tranchées, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par la loi du désir, les médias, le jeu, l'idéologie du moi-je, la féminisation, la destruction du père, tout ce que j'ai analysé dans mes livres précédents, on a un matériel humain, effectivement, qui a été dégradé, volontairement d'ailleurs, volontairement. Hein. Il y a aussi la haine de soi par l'idéologie de la repentance permanente et de l'anti-France permanente. Il y a effectivement la féminisation, la dévirilisation, le communautarisme aussi, c'est-à-dire le diviser pour régner. Enfin, tout ça a été à mon avis fait assez intuitivement et intelligemment, pour avoir effectivement un matériel de résistance le plus affaibli possible, souvent emmené d'ailleurs sur des voies de garage, des faux combats, etc. Et j'ai vu effectivement ce monde transformer tout ça en fiotas, Canal+. Vous avez vu le physique des animateurs de Canal+? Même déjà, on voit qu'anthropologiquement, c'est des merdes, c'est des sous-hommes. Ils ont une grosse tête avec un tout petit corps, vous savez, c'est des mutants. J'ai l'impression que si je souffle, ils s'envolent. Enfin, et j'imagine la trouille physique qu'ont ces mecs-là s'ils sont confrontés à une vraie réalité. En fait, leur arrogance, c'est uniquement qu'ils sont dans des locaux sécurisés, avec des détecteurs de métaux. Il faut voir ce que c'est aujourd'hui, ce genre de truc. Moi, je suis dans des endroits où n'importe qui peut venir, je risque des agressions, j'en ai déjà eu. Eux, ils se donnent leur papier à l'entrée, on leur donne un badge. Il y a un sas avec des vigiles, des noirs en général, hein, toujours des Africains. Là, il y a bien une division raciale du travail qui ne les gêne pas. Dans des espèces de tours en marbre avec des gros ascenseurs en inox. Et puis là, ils sont dans leur petit bureau, ils font leur petit numéro. Moi, j'aimerais bien voir le jour où ça va péter dans la rue, comment ils vont se comporter. Là, je vais rigoler. Parce que moi, je suis prêt déjà à ça, pas eux. J'ai vécu tout ça, moi, je le sais. Les mecs qui se mettent à chialer en garde à vue, hein, qui sont prêts à tout signer, tout ce qu'on leur demande, etc. On est dans un monde où pour exister socialement, quel que soit l'argent que vous ayez, etc., vous devez avoir mis vos couilles dans le coffre de l'oligarchie, vous voyez. En fait, c'est ce que me disait un mec, il disait, il n'y a que des chapons. Voilà. Et moi, ce qui heurte, quand les gens me disent je suis vulgaire, violent, sur les plateaux de télé, c'est que je suis encore un homme. Et quand on regarde Droit de réponse, encore dans les années 70, avec Choron, etc., il y avait encore des hommes à la télé dans les années 70. Ça s'est dégradé incroyablement vite aujourd'hui. Aujourd'hui, on est face à que des espèces d'émasculés, des sous-hommes, des gonzesses, par contre, qui portent effectivement des culottes, effectivement, parce que tous ces... voilà, il faut qu'il y ait des sous-hommes pour qu'il y ait des surfemmes, etc. En fait, moi, je suis resté finalement un mec des années 60. Parce que c'est de là que je viens, où il y avait De Gaulle, voilà, où il y avait Tabarly. Vous voyez, Tabarly, quoi, je veux dire. À l'époque, je croisais Kersezon, je discutais avec Kersezon, parce que j'ai connu tous ces gens-là, parce que j'ai été un mondain. Donc j'ai connu des grands voyous de banlieue de l'époque où ils sont sortis à la fin des années 80, qui venaient des Bosquets, de Villepinte, avant de la Courneuve, c'était mes potes, c'est pour ça que j'ai une tendresse pour les mecs des quartiers. Mais non plus, c'est pas des excuses pour la délinquance de masse. En fait, j'aime bien les héros individuels. La délinquance de masse, comme tout ce qui est un produit en série, me dégoûte. Aujourd'hui, la banlieue produit des délinquants de série. Je n'ai aucun respect pour les délinquants de série. J'ai des respects pour les types qui s'élèvent. Ça peut être dans la haute délinquance, mais ce sont des individus. Mesrine, c'est respectable, parce que il s'est forgé un destin. Mais une société qui produit à la chaîne des petits voyous, je n'ai aucun respect pour ça. Tout ce qui est des produits de masse est répugnant. Donc le mal élevé de masse, le délinquant de masse, le voyou de masse, c'est de la merde. Parce que le grand voyou, c'est autre chose, vous voyez, parce qu'il s'est forgé un destin en luttant, alors que les autres, c'est que de la soumission. Je le dis dans la caméra, le petit merdeux de banlieue qui parle mal, qui marche en basculant les épaules, qui est en streetwear, en relevant une guibole, c'est encore la mode, et qui fait « ouais, yeah man », machin, etc. C'est un petit con, parce que c'est un soumis intégral, il n'a rien inventé, il n'a fait que se soumettre de A à Z. D'un seul coup, si je vois en banlieue un type qui s'habille bien, qui parle bien, qui redécouvre d'autres codes vestimentaires, etc., je me dis, lui, il est sur une démarche authentique et autonome. Cette jeune chanson française avec des gamines aussi, des petites connes prétentieuses, qui écrivent des petits textes, d'un narcissisme incroyable. Moi, je ne sais pas comment je vois ces espèces de petites connes à guitare, là. Ou je sais pas quoi, il y en a toute une flopée, c'est des espèces de demi-boudins, nuls mélodiquement. Elle ne parle que d'elle, avec des textes d'une indigence totale. Comment on peut avoir le narcissisme d'oser se présenter devant un public? Comment on peut avoir si peu de conscience de soi? Moi, à leur place, je serais morte de honte. Quand on existe si peu, qu'on a si peu de choses à dire et qu'on a si peu de talent, on ferme sa gueule et on va faire le ménage. Voilà. C'est-à-dire que quand Jacques Brel chante, là, c'est silence. Hein, voilà, c'est respect. Et le type, on sent qu'il met
il va devant le public avec de la trouille, mais il a tellement bossé, il amène un matériel tellement de qualité, comme un artisan qui est un maître, voilà, qui a fait un chef-d'œuvre. Il dit regardez mon chef-d'œuvre parce que c'est un chef-d'œuvre. Mais quand vous avez pondu un caca, ça me fait ces espèces de petites connes. D'ailleurs, c'est tout à fait lié à la bourgeoisie de gauche post 68 ans. Ça me fait penser à un enfant qui a fait caca et qui arrive au milieu du salon de l'adulte et qui monte son caca. Ça existe chez les petits enfants quand ils commencent à faire caca par eux-mêmes. Mais on leur dit bon, c'est bien, t'as fait caca, maintenant tu rentres. Le même, pour moi, ces espèces de petites connes, elles ont 18 ans. Elles sont à moitié moches, aucun talent mélodique, aucun talent en rien, d'une arrogance incroyable. Elles font caca et elles arrivent chez, je sais pas quoi, l'émission de Nagui, elles disent regardez mon beau caca. Ça va quand on a 2-3 ans maximum. Après, c'est le caca, je le prends, je te le mets dans la tête. Tu rentres, tu retournes aux toilettes et tu ne me mets pas ton caca sous le nez. Pour moi, c'est ça, voilà. Toute cette merde, voilà, qui était le patron de Actuel, c'est-à-dire la gauche libertaire, etc. Il y avait un côté que je trouvais ridicule chez lui, qui était un mec de 60 ans, avec les cheveux longs, qui essayait de faire jeune. Moi, je déteste les vieux qui essaient de faire jeune. Quand je vois un con, à l'époque, c'était ce que l'image j'avais, vous savez, le jeune bourgeois de gauche, le bourgeois de gauche de 60 ans qui a les cheveux longs, qui se dépasse en patin à roulettes, j'avais une envie de lui péter la gueule, d'une certaine manière. Parce qu'il y avait une usurpation, vous voyez. Pour moi, c'est de la pédophilie, d'une certaine manière, vous voyez. On n'a pas essayé de faire jeune quand on n'est pas jeune, je suis désolé. Et donc, moi, je ne vais pas devenir un exégète du rap, parce que c'est pas ma génération, c'est pas ma culture, et je laisse ça aux gens de cette génération-là, à eux de faire le tri entre eux de ce qui est bon et moins bon. Je ne vois pas pourquoi je rentrerais dans ce truc-là. C'est comme un vieux qui rentre chez des jeunes et qui fait salut les jeunes, c'est cool, machin. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut tirer une gonzesse, profiter de son pognon pour manipuler des... Voilà, c'est malsain. Voilà. Parce qu'en fait, le bobo, il est pro-immigré, tant que l'immigré emmerde le lecteur Front National dans le 9-3. Mais quand d'un seul coup, la meuf se prend une paire de gifles à Bastille le soir parce qu'elle a une jupe un peu courte et que le mec essaie de lui mettre un doigt dans la chatte, parce que c'est ça qui s'est passé, et qu'elle va pleurer chez ses parents, d'un seul coup, la bourgeoisie de gauche trouve d'un seul coup que cet immigré qui était une chance pour la France est un horrible petit macho, etc. etc. C'est ce qui s'est passé. Ce retournement s'est opéré chez les bobos de A à Z. Et il a été habillé par l'anti-islamisme. Donc moi, quand on me dit il faut se payer les Noirs, les Arabes, les immigrés, je sais pas quoi, tout ce qu'on vous dit en ce moment, j'ai déjà, parce que toi tu me le demandes, je le ferai pas. Parce que déjà, j'aime pas. J'aime pas que ce soit Bernard Lévy qui me dise d'aller bombarder la Libye, vous voyez. Exactement. Voilà, je sais pas qui est Kadhafi, si c'est un mec bien, mais quand Bernard Lévy me dit qu'il faut aller tuer Kadhafi et bombarder la Libye, je sais déjà qu'il faut pas le faire. C'est clair et net. C'est comme sur Ben Laden. Je ne sais pas, sur le 11 septembre, je ne sais pas. Je sais que la version officielle ne tient pas de A à Z. Ça pose problème. Oui. Voilà, ça pose vraiment problème. Je dis, les thèses complotistes sont en réalité beaucoup moins délirantes que la thèse officielle. Mais moi, je ne dis pas, je sais. À la limite, je déduis, je fais un travail, et je me dis, il y a beaucoup plus de chances que Kennedy ait été tué parce qu'il voulait reprendre le pouvoir volé par le cartel bancaire et le redonner quelque part au peuple américain à travers ses institutions réellement représentatives et légitimes. Et il fait des discours radiophoniques où il le dit pratiquement de A à Z, que le pouvoir américain a totalement perdu le pouvoir, et que c'est aux mains d'une oligarchie secrète, etc., qui trahit de A à Z. Enfin, je veux dire, vous trouvez tout quand vous cherchez, et je dis, il y a beaucoup plus de chances qu'il ait été tué pour ça, que parce que Lee Harvey Oswald était jaloux pour des raisons de psychologie. Parce que c'est quand même, on nous vend des thèses, en général, délirantes pour les couillons, quoi. Voilà, c'est comme la photo où on voit toute l'équipe de Obama regarder, soi-disant, l'assassinat en direct à la télé de Ben Laden, dont évidemment ils n'ont pas ramené le corps, enfin n'importe quoi, alors qu'ils sont en train de regarder le Super Bowl sans doute.